Eh bien, bonjour et rebonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de Voix de pionnier. On va passer un peu plus d'une heure ensemble. Comme nous avons des nouveaux venus, comme à chaque fois, on va prendre un petit peu de temps pour présenter ce qu'on cherche à faire au travers de Voix de pionnier. Donc, vous devriez voir mon écran. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Très bien, oui. parfait. Donc, juste pour resituer un peu le contexte de Voix de Pionnier, l'idée, c'est de donner la parole à un dirigeant d'entreprise qui va témoigner de son modèle économique. La petite subtilité de Voix de Pionnier, c'est qu'on peut avoir dans ces témoins chefs d'entreprise des entreprises qui sont engagées dans des trajectoires d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, mais aussi des dirigeants qui intuitivement ont un mode de fonctionnement dans leur modèle économique très proche de l'EFC et qui nous semble intéressant aussi de faire témoigner pour montrer qu'on peut avoir du déjà là dans son modèle économique qui résonne avec le référentiel de l'économie de la fonctionnalité. Le but étant de montrer l'amplitude de cette façon de penser et de faire l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est le cas de Nathalie. Bonjour à Changer. tous. Je n'arrive pas à changer de page. Ça a changé. Bon, je n'arrive pas à changer de page. Ça y est. Non, c'est un peu long, c'est pour ça. Donc, c'est le cas de Nathalie, de l'entreprise Multis. Donc, c'est Nathalie aujourd'hui qui va nous présenter son entreprise et son activité et surtout comment elle conçoit son activité. Donc, Nathalie dirige aujourd'hui Multis, qui est une entreprise de propreté située en région Centre-Val de Loire, dans le département de l'Indre, avec un rayonnement sur les départements proches. Alors, c'est une entreprise qui a été créée il y a déjà quelques années par la maman de Nathalie. Et Nathalie a rejoint sa maman en 2002, après une expérience professionnelle plutôt dans des grands groupes, qui lui a été d'ailleurs très utile lorsqu'elle nous faisait comme retour dans son nouveau rôle de dirigeante. Et elle a repris l'entreprise en 2006. Donc aujourd'hui, Multis, c'est une entreprise de propreté avec un chiffre d'affaires de 5,5 millions, 200 collaborateurs et 300 clients, avec la spécificité de faire de la propreté en B2B. Multis n'intervient pas aujourd'hui chez les particuliers et tout type d'intervention de propreté, y compris des travaux exceptionnels dans des contextes spécifiques. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie et maintenant que moi je l'ai globalement présenté et présenté son activité, ce que j'aimerais, Nathalie, c'est que tu nous dises déjà au tout début, quand tu as repris l'entreprise, quelle était ta posture en tant que dirigeant. C'est-à-dire quand tu as créé l'entreprise, pour toi, ce qui était important dans le témoignage que tu nous as donné, tu nous as dit, ben moi, quand j'ai repris l'entreprise, voilà dans quel schéma j'étais. Est-ce que tu peux nous redire ça? Parce que je pense que c'est intéressant. Donc effectivement, bon, pardon, d'abord bonjour à tous. Nathalie Dubreuil, comme j'ai été présentée, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et effectivement, quand j'ai repris l'entreprise, c'était en 2006 et ma dernière fille est née en 2006. Donc j'ai repris l'entreprise, c'était 2 challenges. J'avais l'entreprise à faire progresser et puis ma petite fille à élever et mes 2 autres enfants qui, à l'époque, étaient encore petits. Voilà. Donc, c'était un challenge pour moi que j'ai relevé avec difficulté. Effectivement, c'était pas facile, mais je me suis relevé les manches et on est parti. Ce que tu disais aussi dans ton témoignage, c'est que quand tu as repris l'activité, tu étais vraiment dans une posture assez classique de vouloir développer le business, faire un maximum de chiffre d'affaires et de clients. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on apprend dans les écoles, hein. On nous dit effectivement qu'il faut faire du commercial, faire du chiffre, pour faire de la rentabilité. Enfin voilà. Donc effectivement, et comme je venais de sociétés où j'avais travaillé effectivement dans une société qui s'appelle BTB, et c'était le modèle économique tout à fait. Et comme j'étais assistante de direction, on me demandait des tableaux de bord, de rentabilité, etc. Donc mon modèle économique, c'était ça. Et puis, c'est ce que ma maman aussi m'avait transmis, hein, la comptabilité, les chiffres, pour faire de la rentabilité. Et donc, au fil du temps, tu t'es
tu as eu une autre vision de l'activité et cette vision finalement fait aujourd'hui la singularité et la solidité de l'entreprise. Et donc, ce que j'aimerais que tu partages avec nous, parce que on voit bien que dans la singularité de l'entreprise, le dirigeant est vraiment au cœur. J'aimerais que tu nous dises un peu tout ce qui t'anime aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise, parce que tu as un peu abandonné au fil du temps cette idée d'aller chercher plus de chiffre d'affaires et de clients avec une approche complètement différente. Donc, est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour toi dans ton activité en tant que dirigeante? Donc, au fil des années, j'ai appris à connaître mes salariés parce qu'au début, effectivement, j'ai travaillé avec eux. J'étais la fille de la patronne, donc il fallait quand même que je montre ce que je savais faire. Donc, j'ai appris à travailler avec ces gens, ces personnes, ces agents qui sont des gens formidables. Et puis j'ai aussi appris à connaître mes clients. Et pour moi, c'est le plus important dans mon entreprise, mes collaborateurs et mes clients. Et je me suis dit depuis toujours, même quand c'était difficile, quand il y a des moments où je me suis dit, je vais jamais y arriver, je me suis dit, tu as une route, il faut que tu la tiennes et il faut que tu fasses en sorte que ce métier, il soit reconnu et il soit utile pour les collaborateurs, pour gagner leur vie et pour les clients parce que ça a une utilité vraiment indispensable pour eux, pour leurs collaborateurs également. Donc, il y avait cette notion effectivement de respect en fait dès le départ, à la fois des clients, bien sûr, qu'on va retrouver dans beaucoup d'entreprises, mais aussi de placer tes salariés exactement au même niveau que tes clients. Mais aussi au travers de ce respect, il y a cette notion de relation humaine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, de dire aujourd'hui comment toi tu conçois ça? Oui, tout à fait, la relation humaine. Et ce que je veux apporter à mes clients, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est même plus des clients, c'est des partenaires. C'est-à-dire que ils ont un besoin, on en discute ensemble et on trouve la solution ensemble. Et du coup, ça m'a ouvert des possibilités, des prestations différentes, des choses différentes. On est vraiment dans une relation oui, de partenariat. Et on a pu construire aussi bien d'autres prestations, mais aussi un travail différent pour les agents. Le travail effectivement plus en journée et pas morcelé comme on l'a fait depuis des années, pour qu'ils aient eux aussi une vie de famille et puis que ce soit beaucoup moins compliqué pour eux. Hmm. Donc c'est vrai que c'est cette approche de collaboration entre les trois parties, le collaborateur, le client et nous, les encadrants de l'entreprise. Ce qu'il y a aussi dans ce qu'on avait partagé, hein, quand tu parlais de cette relation humaine, c'est que au-delà de jouer la transparence et l'échange, il y a aussi le- la- l'échange pour essayer de résoudre des problèmes et d'expliciter, d'expliquer plus que de justifier. Je trouve que ça, c'est très important aussi. Oui, Et tout à un à moment fait. donné, quand il y a des situations de blocage, bon, j'ai noté la façon dont tu l'avais formalisé. Tu disais à 98%, on règle le problème pour peu que l'on parle avec les gens. Et il n'y a rien mieux que le dialogue. Mais de dire aujourd'hui, je ne suis pas là pour justifier qu'il y a une erreur, etc. Je suis là pour expliquer, expliciter pourquoi ça s'est passé et comment on travaille ensemble, monsieur le client ou avec le collaborateur, pour que bah, les choses s'arrangent en fait. Et c'est pas de la Arrange, tout à fait. justification. C'est important. Tout à fait. C'est effectivement, c'est cette communication. Vous m'entendez toujours? Oui, Oui? oui, oui, oui. Oui, pardon. Oui, donc effectivement, je dis à mes collaborateurs, nos chefs d'équipe et nos agents de maîtrise, qu'il n'y a rien de mieux que le dialogue. Un client à qui on dit, ben oui, effectivement, il y a une erreur, il y a une imperfection, il suffit d'aller le voir, de trouver comment on va solutionner le problème, et puis ça passe très très bien même. Et je me bats un petit peu quand même avec eux parce que dans la génération où on est sur le SMS, le mail, etc., il faut encore rester dans le contact humain. Et ça passe très, très bien. Et nos clients apprécient ce relationnel où on prend le temps d'aller les voir, de leur expliquer et puis de trouver des solutions pour que ça s'améliore. Très bien. Il y a autre chose qui t'anime en tant que dirigeante, c'est un peu le rapport que tu as à l'argent. Est-ce que tu peux développer un peu ce sujet-là? Oui, alors effectivement, dans cette société où on court après la rentabilité, donc une entreprise, il faut qu'elle soit rentable hein, quand même, parce que sinon, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose.
Mais contrairement à des... Enfin, souvent, je vais dans des réunions et avec certains, on parle de rémunération. Et ben, je suis un petit peu à côté de la plaque. Mais moi, ce qui m'anime, j'ai assez d'argent pour vivre et puis je vis correctement. Voilà, ça me va bien. Mais ce qui m'anime, c'est d'essayer de donner le plus d'avantages à mes collaborateurs pour qu'ils soient à l'aise dans leur métier et puis qu'ils soient surtout à l'aise dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est pas simple pour eux, c'est des gens qui travaillent et qui gagnent un petit peu plus que le SMIC, parce que nous sommes un petit peu au-dessus du SMIC. Donc on essaye de leur donner des petits avantages en plus. Alors, c'est pas énorme, hein, parce qu'on a des coûts malheureusement, on a des coûts qui sont moindres, mais on essaye de faire en sorte qu'ils aient des petits avantages. Très bien. Ça, c'est important aussi parce que ça explique la spécificité de ton entreprise. Et puis, il y a d'autres aspects, c'est le rôle que tu conçois de ton entreprise sur le territoire aussi. Oui, j'ai toujours pensé que mon entreprise devait avoir une action sur le territoire. On est là, nous, chefs d'entreprise, pour participer à la vie locale. Donc, et puis, ça a un double effet, c'est que participer à la vie locale, c'est aussi rencontrer des gens et puis trouver potentiellement des nouveaux clients. Il n'y a rien de mieux que le réseau pour avoir des nouveaux clients. Donc, moi, depuis 20 ans, je suis persuadée que ces efforts que j'ai faits, et puis aussi avec plaisir, hein, ces rencontres de tous les jours, mon investissement dans des associations ou dans des réunions de patronales, m'a servi à étendre mon réseau et à obtenir finalement les clients dont j'avais envie. Donc, effectivement, c'est vraiment, il faut participer à cette vie locale pour, c'est aussi bien pour le commercial que aussi pour l'ancrage au niveau territorial. Oui, et ça va jusqu'à aussi travailler avec des structures de réinsertion pour trouver tes équipiers dans l'entreprise. Ah, tout à fait. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu parce que quand j'étais jeune, je voulais être assistante sociale. Donc, j'y suis un petit peu aujourd'hui, même beaucoup, parce on vit dans un métier, on est dans un métier où il y a beaucoup de social à faire quand même. Mais oui, j'ai trouvé que j'avais, bon, je vais le dire tout bas quand même, mais j'avais au début pas beaucoup de collaboration avec France Travail. Et par contre, j'avais une grosse collaboration avec des sociétés d'insertion. Donc, je me suis dit, ben, on va continuer cette collaboration. Rien de mieux que d'avoir des salariés qu'il faut réinsérer. Et puis, comme on a du temps partiel, ça tombe bien parce que ils démarrent à temps partiel, et puis ensuite, petit à petit, on les emmène sur du temps plein. Donc, c'est vraiment une collaboration active où ils passent d'une situation de réinsertion à une situation durable d'emploi. Mm, très bien. Est-ce qu'on a oublié autre chose sur ce qui t'anime aujourd'hui en tant que dirigeante dans ton activité? Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est aussi de passer le relais, enfin oui, de passer le relais, c'est-à-dire de n'être pas que la seule dirigeante de l'entreprise. Je travaille avec toute mon équipe de direction en CODIR, euh, et c'est vrai que depuis quelques années, grâce à effectivement enfin, une consultante avec qui j'ai beaucoup travaillé et que je travaille encore, j'ai réussi à, comment dire, à monter ce CODIR et puis à travailler d'une façon différente, en collaboration et en faisant émerger des idées nouvelles. Et vraiment, c'est beaucoup plus confortable pour le chef d'entreprise. C'est beaucoup plus, on se sent moins seul. On est effectivement aidé par les collaborateurs. Et puis, je trouve que depuis, l'engagement est différent. L'engagement est meilleur et vraiment. Et vous voyez, hier, on a fait une réunion de CODIR justement, et enfin, vraiment, c'était intéressant. On est Ouais. reboosté pour un an et on est reparti pour un an. On y reviendra un peu hein, Oui, sur oui, oui, bien sûr. cette ouverture un peu que que tu as opéré enfin, plus récemment. On sait aujourd'hui que le métier de la propreté, c'est quand même un métier qui est euh, connu, mais pas très compris, pas assez compris. Et qu'est-ce qui distingue finalement Multis dans ce métier qui est quand même connu, mais mal compris? En quoi, toi, tu as essayé de faire les choses Alors, différemment?
Oui, j'essaye de faire changer l'image parce qu'effectivement, il y a une image extrêmement négative, une connotation. Souvent, dans le passé, on m'a dit, quand on me demandait ce que je faisais comme métier, je disais, j'ai une entreprise de nettoyage, on me disait, oh, ma pauvre, ou on me disait, oh, il n'y a pas de saut métier. Donc, vraiment, et puis ça arrive encore maintenant, hein. Donc, j'ai vraiment essayé de changer cette image parce qu'en plus, elle est vraiment mauvaise, cette image, parce que c'est un métier où c'est très technique maintenant. On a quand même beaucoup de machines, il faut être organisé, et il y a des protocoles, il y a des organisations différentes. Donc, vraiment, quelqu'un lambda peut pas rentrer dans ce métier comme ça parce qu'on a décidé d'y rentrer. Il faut une formation et donc moi j'ai beaucoup axé euh, mes intégrations de salariés avec ces formations qui font qu'on les élève et on leur apprend à travailler et en coactivité et puis aussi avec des machines. Et Mm. c'est ce qu'on propose à nos clients, on propose de plus en plus de mécanisation pour deux aspects, pour que ce soit effectivement un meilleur travail chez eux, mais aussi pour que ce soit moins pénible pour nos collaborateurs. Mmh. Donc là, il y a l'aspect effectivement d'avoir des collaborateurs, qui, peuvent réaliser leur travail dans les meilleures conditions parce qu'ils ont formé, parce qu'ils ont l'équipement qu'il faut, parce qu'ils ont aussi un niveau d'encadrement supérieur à la moyenne dans les métiers, hein, c'est ce que tu disais aussi, hein? Tout à fait. En général, dans des PME comme les nôtres, effectivement, le taux d'encadrement est meilleur, puisque nous, on vend effectivement des prestations de nettoyage, mais avant tout, on vend du management. C'est-à-dire que si on ne manage pas bien les équipes, eh bien, on a vite une défection du poste. On le voit dans l'intégration, si elle n'a pas été faite correctement et si la personne n'a pas été formée, Mmh. les gens s'en vont. Et puis ensuite, ce suivi, parce que nous, nos salariés ne sont pas sur site chez nous, ils sont chez les clients, et ce suivi est extrêmement important, puisque l'encadrement est le lien entre nous, la direction, et le client. Donc vraiment, c'est primordial d'avoir cet encadrement sur le terrain. Et c'est une force, parce qu'on est Mmh. effectivement très réactif. Mmh. Il y a un élément que tu avais évoqué aussi qui fait que c'est un peu différenciant, c'est que tu as une certification, RSE et que tu te lances dans un bilan carbone. Oui, tout Heu, à fait. Je travaille avec des clients qui ont des normes 18 000. Enfin, j'ai souvent du mal avec les codes. Mais du coup, ces gros clients comme Vuitton, je suis assez fière de ça, m'ont demandé de participer à EcoVadis. Alors, je l'ai fait, hein, et puis je me suis dit que enfin, c'était pas pour nous. Il y avait un référentiel qui était dit, enfin, qui était pas vraiment, on pouvait pas répondre. Et notre fédération nous a beaucoup aidés à lancer un diagnostic RSE. Et effectivement, on s'est lancé dans l'aventure. On s'est dit, faut y aller. Et puis en plus, finalement, quand on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, mais qu'on n'écrivait pas, donc on s'est lancé et on a été effectivement certifié par la FNOR. On est assez fiers de la première fois puisqu'on est 2 étoiles. Donc pour l'instant, et on va être de nouveau audité l'année prochaine et on espère avoir progressé sur la note. mmh. Donc, c'est vraiment. Alors, c'est un coût pour notre entreprise, hein. C'est vraiment. Mais c'est un effort, mais c'est vraiment différenciant et les clients apprécient. Donc, en dehors de cette certification et de ce que tu viens d'évoquer sur la formation et les bons équipements pour les collaborateurs, tout à l'heure, tu évoquais aussi le fait de changer un peu les codes du travail en les faisant intervenir en journée. Est-ce que tu peux un peu expliquer quelles règles tu essaies de t'appliquer et de transmettre aussi à tes clients pour leur faire accepter? Donc, on a beaucoup travaillé effectivement sur. Ça fait des années que la fédération et nous, nous travaillons sur le travail. Alors, quand on dit en journée, c'est pas, on n'intervient pas de 9 heures à 16 heures, hein. C'est plutôt en continu, c'est-à-dire qu'on peut travailler tôt le matin, mais après, on fait tout dans la continuité. Donc, ce qu'on leur apprend, c'est les attitudes de service, effectivement, pour travailler en coactivité, c'est d'avoir du matériel moins bruyant. Et puis, ce que je dis à mes clients, c'est que faut faire attention parce que la responsabilité est commune. S'il arrive quelque chose sur le site alors que les agents sont tout seuls, on a une double responsabilité, aussi bien moi en tant qu'employeur, mais aussi le sous-traitant, enfin le client qui n'a pas fait en sorte que la personne soit protégée. Donc on est vraiment sur un travail de collaboration
où dès qu'on fait le plan de prévention, ça c'était un élément légal, on trouve des solutions pour que le salarié puisse intervenir sur des créneaux de présence humaine. Voilà. Et comme ça, on a beaucoup de clients hein, qui ont maintenant, où on intervient dans ces cas-là. On est à peu près à 70% de notre clientèle. Donc, on est vraiment très satisfait de ça. Et puis, les agents sont très contents, effectivement, d'avoir des horaires qui sont moins morcelés. C'est très, très fatigant pour eux d'aller le matin travailler, de rentrer chez eux, de retourner peut-être après, puis de retourner. Enfin, voilà, c'est Ouais, vraiment pas le facile. fractionnement n'est pas très compatible avec Non. une vie familiale, entre autres. Tout à Et même, fait, avec une vie familiale et puis aussi avec de la pénibilité, parce que nous avons une population, notre courbe est assez âgée, donc on a plus de 40% de nos salariés qui ont plus de 55 ans. mm, Donc c'est un problème d'ailleurs, hein, il va falloir qu'on agisse là-dessus, puisque bientôt, effectivement, ils vont tous partir à la retraite. mm, mm. Je vois que Benoît a une question. Bah, Benoît, je te laisse le micro pour poser la question directement à Nathalie. Avec plaisir, j'étais en train d'écrire une deuxième question en plus. Euh, Bah, tant que Bonjour. tu as la parole, profites-en. c'est cool, merci. Merci Nathalie. Je voulais juste savoir les réactions justement par rapport à ces changements d'horaire, les réactions entre guillemets de vos équipes d'être face à des clients. Est-ce que déjà ça a évolué ou pas, mais est-ce qu'il y a ce côté, ah zut, les clients sont là, donc ben, on est moins autonome, il y a plus de contrôle. Est-ce qu'il y a de la gêne? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que ça a pu générer en bien ou en mal et en Normal. évolutif, j'imagine. Bien Ça a sûr, dû bien changer sûr. avec le temps. Quand je parle d'attitude de service, comme vous dites, effectivement, au début, il y a des gens qui sont très timides et qui m'ont dit, ah non, non, surtout pas, on ne veut pas intervenir quand ils sont là, plus par timidité. Après, vous avez toujours effectivement ceux qui sont un peu filous et qui se disent, oh ben mince, s'il est là, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Mais dans l'ensemble, non, on a des gens qui ont appris à connaître les clients et qui se sont révélés, justement, qui, d'un seul coup, ils ont existé. On les a vus, ils sont plus n'importe, enfin, parce que quand ils interviennent en dehors de présence des clients, ils sont personne. Bien sûr. On ne sait pas comment ils s'appellent, voilà. Alors que quand ils interviennent avec les clients, après ils ont un prénom, on les appelle s'il y a besoin. Enfin, vraiment, il y a une reconnaissance et là, on voit des gens s'épanouir. Et vraiment, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais si on travaille bien en collaboration avec le client, ça se passe bien et on évolue bien. Merci. Et alors, du coup, je profite d'avoir la parole. Oui. J'ai une autre question sur la même logique. Qu'est-ce que ça a généré comme changement auprès de vos clients, justement, cette organisation-là en journée? Euh, et voilà, comment les clients réagissent au-delà du ça nous gêne pas ou c'est bien? Est-ce que ça a généré de nouvelles activités, de nouvelles tâches en disant bah maintenant finalement c'est le client qui, entre guillemets, dit bon bah ces bureaux-là, vous les faites pas parce que de toute façon il n'y a plus personne en ce moment, cette semaine. Oui, tout Voilà. à Est-ce que ça change l'activité? Ça a changé un petit peu l'activité, vous avez raison. C'est justement, il faut être adaptable. Mais c'est depuis le Covid hein, quand même que l'activité a changé avec le télétravail, avec plein de choses. Donc le client vient plus vers les agents nous, on a appris aussi à dire à nos agents, attention, faut pas qu'on vous demande de tout faire. Mais quand on leur demande, bah oui, effectivement, ce bureau-là, il n'y a pas besoin de le faire aujourd'hui parce qu'il n'est pas utilisé. Donc, allez plutôt faire celui-ci. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, c'est vraiment finalement un dialogue qui s'instaure entre l'agent, le collaborateur, l'encadrant et Hmm. le client. Et c'est vraiment intéressant. Et oui, on a développé des prestations qui n'étaient pas faites avant. Mettre en place, par exemple, des salles de réunion, voilà, faire de la Ouais, vaisselle, complètement. faire plutôt voilà, des services qui sont autres, proposer des services annexes qui rendent service aux clients et dont avant, ils ne nous demandaient pas d'intervenir. Voilà. Et qui sont liés à la réalité, parce que sinon, encore une fois, si je nettoie une salle qui n'a pas été utilisée, en termes de sens au travail, on n'est pas au max quand même, hein. Voilà, Ok. il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc, effectivement, on travaille plutôt avec intelligence quand c'est comme ça. Merci pour le témoignage. Merci Benoît et Nathalie. Je voudrais aussi terminer sur la singularité de Multis, qui est plutôt aussi, encore une fois, tournée vers les clients, qui est
quand un coéquipier, pour des raisons X ou Y, ne peut pas faire son travail parce que voilà, le fait que tu proposes, enfin, tu garantis finalement le maintien de l'intervention. Mhm. Euh, Tu peux expliquer aussi ça? Oui, tout Parce à qu'on voit fait. pas Alors, forcément. ça fait un moment que on a des problèmes de recrutement et puis en plus, on réfléchit depuis des années sur la façon d'être réactif lors d'un remplacement. Alors, les vacances, c'est prévu, mais une maladie, c'est pas prévu ou des choses comme ça. Donc, on a mis en place des équipes, ce que j'appelle volantes. Donc, ce sont des agents polyvalents qui ont un véhicule et qui sont capables d'intervenir chez le client. Alors, la prestation n'est pas faite entièrement, mais elle dépanne. Et donc ça, c'est vraiment très, très apprécié. Et par contre, ce sont des agents extrêmement formés puisqu'ils sont capables d'intervenir sur tous nos sites. Et vraiment, ça, c'est un plus. On en a Mm. 6 pour le moment. On espère développer encore plus de postes. Et puis, vraiment, on a un bon retour par rapport à ça, aussi bien des agents que des clients. Ouais, c'est vrai que c'est toujours le même métier, mais fait dans un contexte différent. De fait de changer, de pas savoir où est-ce qu'on va être parce qu'on est là finalement pour remplacer à la débeauté, ça C'est ça. mobilise différemment le collaborateur et ça mobilise d'autres compétences, hein. Ça mobilise d'autres compétences. N'importe qui ne peut pas faire ça, hein, effectivement. Mm. Alors, on repère des agents qui sont très adaptables et qui savent s'organiser très rapidement sur un site. Et puis voilà, on leur propose ce poste. Ça marche en général très bien. On a d'ailleurs des demandes maintenant en interne de gens qui aimeraient prendre des postes comme ça parce qu'en plus, ce qui est agréable, c'est qu'on n'est jamais chez le même client, il n'y a pas de routine là. Donc, Ouais, c'est parce que ça c'est aussi, vrai ouais. que sinon, le métier, certains me disent, bah, c'est tout le temps la même chose. Par contre, certains ont besoin que ce soit tout le temps la même chose. Donc, finalement, il faut vraiment adapter le poste à la personne et à ses Mm. compétences. Mm. Très bien. Donc, on a parlé de ce qui t'anime, on a parlé de ce qui singularise finalement l'offre de Multis. Euh, Du coup, comment ça se traduit dans l'activité? C'est-à-dire, tu nous as parlé de Louis Vuitton. En fait, une singularité très forte dans cette façon de faire, c'est que tu as un gros taux de fidélisation finalement. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est très gratifiant, hein, finalement, d'avoir des clients qui sont là depuis des années. Et, euh, et j'ai des concurrents parce que, bon, voilà, on se voit de temps en temps entre, j'aime plutôt dire des confrères qui me disent, bah, c'est pas facile d'aller sur tes chantiers. À chaque fois qu'on arrive, on nous dit, non, non, il y a Multis, on veut voir, bah, on n'a pas besoin d'offres différentes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et puis, de travailler avec des grands noms, hein, comme là, Vuitton, je travaille avec eux depuis 15 ans. Il y a des groupes qui sont venus m'attaquer et ils m'ont et ils m'ont même proposé, il y a quelque temps, de faire leur site à Vendôme. Parce qu'ils ne trouvaient pas effectivement une entreprise qui était aussi réactive que nous. Donc, bah, c'est vrai qu'on les bichonne, hein, parce que c'est pour nous agréable d'avoir une image, d'avoir un client de cette envergure. Mais après, on traite nos petits clients comme nos gros clients, hein. Les petits clients aussi, on les traite de la même façon. Pour nous, tout est important. Nathalie, je voudrais revenir là justement sur cette fidélité de Vuitton où tu le dis, ça fait 15 ans qu'ils sont clients et ce que tu nous avais évoqué aussi, c'est malgré le temps, tu as eu plusieurs fois des acheteurs différents, des Oui. acheteurs qui sont nationaux pour une Mhm. intervention qui est très locale et géographique sur ton territoire. Et à chaque fois, malgré le changement d'acheteur, tu as réussi à garder les clients. Est-ce que tu peux en parler? Parce que je trouvais ça intéressant sur comment tu vois les choses par rapport à ça quand ton interlocuteur achat change. Alors, effectivement, il a changé à plusieurs reprises et puis 2 fois, il a fallu que j'aille quand même y remettre en question à chaque fois. Ça fait pas 15 ans que j'ai le client sans. Donc, à Paris, je dois monter pour faire des soutenances et 2 fois, je l'ai fait déjà. Et effectivement, je trouve que ben, la proximité, les témoignages, ce qui m'aide beaucoup, c'est le témoignage souvent des collaborateurs qui ils leur demandent si tout marche bien, et ça nous aide à garder, et puis peut-être l'adaptabilité, la flexibilité, enfin bon, et puis bon, c'est des gens qui prennent pas le moins cher, qui prennent vraiment les sociétés avec qui ils font ça avec tout le monde, hein, que ce soit le plombier, l'électricien. Donc vraiment, c'est agréable de travailler avec des gens comme ça. Mm. Avec le fait aussi que tu disais toi-même, c'est que quand tu as un changement, de, 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 de,
d'acheteurs, tu vas être encore plus présent Ah, bien sûr, pour vraiment c'est ce lui qui faire fait comprendre la dimension la dimension. globale de ce que vous faites. C'est ça, tout à fait. Bon, c'est facile pour nous. On est localisé à Issoudun et donc l'entreprise Vuitton, les deux sites sont à Issoudun aussi, Issoudun et Condé. Donc c'est facile d'être très proche puisqu'on réagit tout de suite. Quand ils m'ont proposé Vendôme, je me suis dit, mon Dieu, on n'est pas à côté, comment on va faire? Et puis finalement, on a une antenne à Romorantin, j'ai trouvé une salariée à Blois, donc on est aussi très réactif. Donc voilà, c'est multiplier le modèle et le montrer à l'acheteur qu'on est présent et qu'on peut réagir tout de suite. C'est vrai qu'ils sont exigeants, ils nous demandent des choses. Enfin, exigeants, c'est pas le terme, hein. Ils ont des demandes et on agit tout de suite. Et c'est ce qui leur plaît. Donc ça, c'est comment ça se traduit? C'est la fidélité des clients. D'autres choses, comment se traduit finalement tout ce que tu inities et comment tu envisages ton activité dans le quotidien avec des choix que tu fais, hein. Par exemple, Mm. que tu avais évoqué les appels d'offres auxquels Oui, tu non, choisis de ne plus voilà. répondre. Et maintenant, au bout de 20 années d'activité, j'ai plus la même vision des choses. Je choisis mes clients. Je peux choisir mes clients, tant mieux. Et je veux plus travailler avec les appels d'offres. J'en ai fait, comme tout le monde. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça. On travaille bien, on fait tout ce qu'on peut. Et au bout de 3 ans, on est quand même remercié parce que le prix n'est pas convenable. Donc maintenant, je réponds plus du tout, à moins que j'essaye quand même quand la note n'est pas le prix, n'est pas dans la note principale, mais j'ai plus envie de travailler comme ça, de serrer mes prix, de faire et puis de pas être pris parce que finalement à la fin, c'est pas le travail qui compte, c'est juste le prix. Donc Hmm. ça, j'en veux plus. Oui, ça c'est important. Là, on l'a pas complètement évoqué, mais c'était un peu entre les lignes. Ce qui est aussi important pour toi, c'est que tu refuses le pas cher, quoi. En fait, tu dis Ah oui. aujourd'hui, Je veux vendre mon service au prix de hmm, revient, c'est-à-dire que souvent je démontre à mon client effectivement que le prix des salariés, le coût des marchandises, et puis aussi parce que l'entreprise doit vivre. Je ne peux pas me permettre de vendre pas cher parce que je veux des clients. Ça n'a aucun intérêt. Je veux vendre le prix juste pour que chacun y trouve son compte. Je puisse donner une prestation correcte à mon client et que mes collaborateurs puissent vivre de leur travail. ok, très bien. Et aujourd'hui, Multis, ce que tu disais, c'est une marque. C'est tout ce que Oui, tu alors as initié c'est aujourd'hui. ça, je suis assez fière de ça parce que j'en ai parlé hier justement. Multis, c'est plus Nathalie Dubreuil. Multis, oui, c'est une marque maintenant. Quand on parle de Multis, d'ailleurs, on a changé notre logo et en le changeant, on n'a pas repris propreté et service. On s'est dit que Multis, maintenant, les gens, ils savent ce que c'est. Donc voilà, je suis assez fière de ça. Ce que je voulais est arrivé, c'est-à-dire que c'est l'effort d'une équipe entière, c'est pas l'effort juste de Nathalie Dubreuil, c'est le travail d'une équipe qui fait que Multis en est là où elle est aujourd'hui. Hmm. Ce que je te propose, Nathalie, c'est qu'on focalise un petit peu plus justement sur ce que tu commençais à évoquer, c'est tous les efforts que tu as mis en œuvre à destination de tes collaborateurs pour essayer de finalement voir quels effets ça a produit aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que voilà, tu as parlé tout à l'heure de l'investissement que tu mettais dans l'accompagnement, la formation, tous les avantages sociaux, etc. L'intervention en gestion groupée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des collaborateurs que tu as vu changer? J'aimerais bien que tu nous redonnes l'exemple de la personne qui est sur un site client et qui était plutôt au départ intimidée par le fait qu'elle allait devoir parler avec le client, qui était un petit peu réservée. Qu'est-ce que ça a produit chez cette personne-là, le fait que tu aies Oui, envisagé une autre façon de faire? une autre façon de faire, donc c'est chez Vuitton, hein, c'est chez client. Donc une dame qui est extrêmement timide, même plus que timide, parce que des fois elle nous faisait des crises de panique. Donc elle me dit, quand je lui ai proposé de devenir un petit peu responsable du site, elle me dit, oh non, non, surtout pas, il va falloir que j'aille parler aux clients et puis je peux pas dire des choses à mes collègues, c'est pas possible. Enfin, et puis, bon, on l'a laissé, on l'a pas brusqué, hein, on l'a laissé continuer à faire son travail. On l'a formé,
on lui a fait faire une formation, alors c'est tout simple, hein, SST. Et donc, elle est venue chez nous, elle a fait cette formation. Et puis, c'est vrai que du coup, elle a rencontré d'autres agents. Elle est venue pour discuter avec tout le monde. Et petit à petit, en lui donnant quelques missions supplémentaires, on a vu qu'elle s'était ouverte. Et maintenant, chez le client, enfin, il peut pas faire. Enfin, tout se passe par elle. C'est-à-dire que quand il y a des choses à faire, comme tout à l'heure je le disais, s'il y a une salle qui est à faire en plus ou si ben, c'est elle qui effectivement il va chercher et c'est elle qui organise le travail. C'est vraiment un changement radical et maintenant elle est souriante, elle est plus renfermée, les épaules, vraiment elle est ouverte et je suis assez fière de ça et j'ai beaucoup de collaborateurs comme ça qui ont changé parce que d'un seul coup ils étaient reconnus, Ouais. vus et c'est plus juste Madame Nivet, c'est Agnès. Donc Mm. c'est Agnès et Agnès par-ci, Agnès par-là, je vais demander à Agnès, etc. Voilà. Donc Mm. vraiment, c'est une fierté pour moi de voir tous ces gens qui sont tellement, qui n'étaient pas reconnus et maintenant qui sont reconnus. Mm. Oui, en fait, ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que tu attaches énormément d'importance et ça se traduit dans ce que tu viens de remonter, c'est que c'est de donner de la visibilité à une personne plus qu'à des tâches à réaliser. Ah, Et que forcément, complètement. quand on regarde, on a ce prisme-là de dire ce qui compte, c'est la personne et non pas ce qu'elle fait et les tâches qu'elle réalise, bah, on change complètement le prisme et donc la relation et donc les effets que ça produit chez l'un et chez l'autre, à la fois le client, mais aussi la personne qui est directement concernée parce qu'elle est censée faire dans l'entreprise, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on donne la priorité à l'être humain et du coup, on crée un contact entre deux personnes. Effectivement, les prestations, c'est accessoire puisque une fois qu'on a le contact, tout se fait naturellement. Puis dans Mm. la bonne humeur. Et c'est vrai que quand je vais sur des sites pour faire des audits, bon, ça m'arrive de moins en moins maintenant, malheureusement, mais j'aime beaucoup ça parce que les agents sont euh, tout de suite, ils me disent, ah, c'est vous, Madame Dubreuil. Et puis, voilà, on passe un moment agréable et c'est pas, oh là là, c'est la patronne, qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, non, c'est vraiment un moment agréable avec tous les collaborateurs. Mm. 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 C'est ce que tu disais aussi, c'est que en fait, un des constats, et c'est aussi pour ça que finalement tu as fait changer la marque, c'est que ces collaborateurs, malgré le fait qu'ils soient détachés en permanence dans une entreprise cliente, ils disent qu'ils sont salariés Multis. C'est exactement ça. Au début, on disait plutôt, par exemple, par Vuitton, je travaille chez Vuitton. Maintenant, ils sont très fiers de dire qu'ils travaillent chez Multis. Et une petite anecdote, c'est que souvent, ils sont éparpillés un peu partout. Et puis, je me disais, bah, tiens, ils se connaissent pas, enfin, ils se rencontrent pas, enfin, c'est un peu embêtant. Et puis, les choses, mais s'ils se rencontrent, je sais pas comment, mais dans les bus et du coup, tout le monde se connaît. Donc, vraiment, des fois, je me dis, c'est étonnant qu'ils soient au courant de ça alors que ça se passe sur un autre site. Mais, euh, mais oui, je crois qu'ils se font une petite communauté maintenant. Mm. Mm. Donc, Et puis nous, on lance effectivement on a des moments de regroupement avec nos agents. Donc, c'est vrai que du coup, ils ont vraiment ce sentiment d'appartenance à notre entreprise. Oui. Donc ça aussi, ça met en avant aujourd'hui ce qui est cette importance de trouver du sens dans son travail, d'être reconnu, et du coup, ça crée cette appartenance et donc cette fidélisation en fait Complet. à l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'effets, est-ce que tu as un turnover Non, qu'est-ce que non, tu dirais de non. ton turnover? Mon turnover est très faible par rapport à la profession et d'autant plus faible que même maintenant, quand je perds des chantiers, dans notre métier, quand on perd des chantiers, on doit transférer les contrats de travail et la plupart du temps, je les transfère plus. Je garde les agents dans l'entreprise et j'essaye de leur retrouver du travail. Comme ils sont formés et ils sont sérieux, c'est suffisamment compliqué de recommencer. Donc, et puis eux-mêmes veulent rester chez nous, bien sûr. Donc, on essaye au maximum. On peut pas toujours le faire, mais de les garder dans l'entreprise. Donc, il Mm. y a très peu de turnover, très très peu. Mm. Et c'est plutôt agréable parce que on a eu des périodes où on avait beaucoup de turnover, surtout par le passé, et c'est pas confortable du tout. Ouais. Bah oui, oui. Bah oui, parce qu'il faut tout recommencer, j'imagine. Ouais. Bah, c'est ça.
Donc tu l'as évoqué là, et tu as eu l'occasion en faisant appel à Stéphanie qui est avec nous aussi de finalement repenser un peu le management, le codir, etc. J'aimerais qu'on puisse en parler un peu plus déjà d'où c'est parti. Et d'ailleurs, j'invite aussi Stéphanie à intervenir pour faire son témoignage par rapport à ça. Et puis de dire aujourd'hui, bah, finalement, qu'est-ce que ça a produit, cette organisation un petit peu plus de partage des enjeux, des responsabilités au sein de l'entreprise. Donc, tu as sollicité Stéphanie au départ pour quelque chose qui était un peu plus, au départ très standard, entre Très guillemets. standard, tout à fait. On devait, après le Covid, on a fait ce qui s'appelle un PCRH. Et le but de ce PCRH, c'était de clarifier les fiches de poste, toutes les fiches et les fonctions de l'entreprise. Donc voilà, quelque chose de très, et puis Standard, classique, ouais. standard, merci, classique, je cherchais le mot. Et puis ensuite, vite, on est arrivé sur le fait avec l'équipe de direction, parce que Stéphanie a vu rapidement que quand même je travaillais en collaboration, de construire effectivement et de m'amener sur la construction d'un codir. Et ensuite de travailler avec ce codir, d'apprendre à travailler en réunion, en collaboration, d'agir, d'avoir des plans d'action. Et donc, on a fait plusieurs formations avec Stéphanie. Donc, je ne sais pas Et, si... et donc finalement, vous avez fini par un travail sur l'organisation pour en partie rompre ton isolement. C'est ce que tu disais, tu tout reposais sur toi et que voilà. Oui, Et tout vous à avez fait. fait ce codir. Aujourd'hui, c'est quoi le constat que tu as sur ce qu'a apporté ce codir pour Le toi en tant que constat, dirigeant, pour les collaborateurs, pour l'entreprise au sens large? le constat que j'ai aujourd'hui, c'est que la vision de l'entreprise est élargie parce que maintenant, c'est pas seulement ma vision, ça reste quand même les idées principales, mais ma vision est nourrie de tout ce que les collaborateurs amènent. Et puis, elle est collégiale, c'est-à-dire que quand on prend une décision, on la discute avant. Et alors, des fois, il y a encore des petits couacs, hein, des petites choses qui sont à améliorer et puis à revoir, mais vraiment cette collaboration. euh, et cette année, j'ai eu une année compliquée personnellement avec des soucis de santé. Et bien justement, le fait d'avoir cette équipe, bah, les collaborateurs n'ont pas vu la différence parce que le travail s'est fait dans la fluidité. Et moi, j'ai pu me reposer sur cette équipe pour justement passer ces moments un petit peu compliqués. Donc vraiment, voilà, c'est que du positif pour une entreprise et pour un chef d'entreprise surtout. Travailler en collaboration. Ne plus être seul et savoir que d'autres partagent et vont mettre en œuvre des idées que j'ai. Ouais. Donc c'est le partage de la responsabilité et puis pour toi aussi une forme de sérénité qui est certainement amplifiée dans ce que tu dis par rapport à ce que tu pouvais vivre auparavant. Est-ce qu'on peut profiter peut-être de ta présence, Stéphanie, pour avoir ton regard à toi? Surtout que vous avez fait un codir hier, je crois. Oui, Oui, il c'est y a une ça. journée de séminaire. En fait, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'au départ, on est vraiment parti sur de la structuration en identifiant assez rapidement en fait la différence entre les postes, le prescrit et le réel. Et ça a été vraiment en fait un levier pour pouvoir en fait structurer l'organisation, la rendre en fait la plus cohérente possible. Et par rapport au CODIR qui a été construit, ce que j'ai pu constater au fur et à mesure des événements en fait, qui ont pu jalonner l'histoire de Multis, c'est que l'équipe des cadres aujourd'hui est extrêmement soudée. Il y a un niveau de confiance en fait, qui s'est développé et démultiplié au fur et à mesure des années, avec un niveau d'engagement qui est redescendu en cascade au niveau des chefs d'équipe, au niveau en fait, des agents de maîtrise, et que tout ce qui est parti de la direction a eu des effets, des impacts extrêmement positifs sur l'ensemble de la société. Et à deux niveaux, c'est-à-dire que l'engagement au niveau des agents était très fort, mais il y a une proximité entre la direction, l'équipe des cadres et les salariés qui fait qu'aujourd'hui, il y a une performance sur le terrain, dans l'équipe et au niveau du management qui est absolument démultipliée. Donc, il y a une structuration. La structuration a été le point de départ, mais les effets aujourd'hui sont beaucoup plus sur l'engagement, sur le niveau de confiance à tous les niveaux. Hmm.
Donc, ça fait vraiment écho avec cette notion de investissement immatériel pour développement des ressources immatérielles qu'on va trouver dans l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire de faire le pari de dire je prends du temps, je prends des ressources de temps, de compétences et monétaires pour faire ça, en faisant le pari que ça va porter ses fruits. Et ce que tu es en train de dire, Stéphanie, c'est exactement le cas. C'est qu'en fait, ça a généré des ressources immatérielles qui ont grossi au travers de la confiance, l'engagement, au travers de ce que dit Nathalie aussi, hein, sur les compétences. Et sur le quatrième axe, qui est la pertinence aussi, parce que ça a été assez peu évoqué, ça a quand même un peu challenger et modifier et structurer l'organisation un petit peu différemment aussi. Donc, L'organisation et les modes de fonctionnement. Ouais. Mm. comme quoi faire ce pari, finalement, porte ses fruits. Et pour les entreprises, les chefs d'entreprise qui hésitent encore, je trouve que l'exemple de Multis est un exemple qui fait la preuve que ça vaut la peine, en fait, de prendre le temps d'investir dans les ressources immatérielles. Mm. Nathalie Très fait bien. Pardon? Nathalie a été dans une démarche de FC pas forcément classique, mais c'est vrai qu'hier, on a passé toute la journée à travailler sur la valeur immatérielle en fait, de l'entreprise et ça a permis de faire ressortir tout ce qui avait été fait de manière très concrète. Et tout ce qui a été évoqué préalablement reprend effectivement ces points-là. Il y a une recherche constante d'alignement de Nathalie dans sa pensée, dans ses actions, dans ses décisions, dans le fait de coopérer avec son équipe de proximité. C'est aussi encore une fois, hein, c'est aussi l'exercice de voie pionnier, c'est ça, c'est de montrer que des chefs d'entreprise ont déjà ça dans leur pratique et dans leur trip, et ça n'ont pas forcément mis derrière des mots académiques ou des concepts académiques de l'EFC, et ça prouve bien que c'est possible et que certains n'ont pas attendu et que voilà, ça ouvre encore des champs plus importants. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des remarques hein, aux participants si besoin, tout comme l'a fait Benoît. Nathalie, aujourd'hui, c'est quoi les enjeux de Multis finalement, maintenant, en 2026 bientôt? C'est quoi Alors, les cailloux dans la chaussure, les enjeux? de Multis, c'est tout à fait ce qu'on a discuté hier avec Stéphanie dans notre journée de séminaire. Donc, on a parlé de toutes ces choses, hein, surtout l'immatériel. Et oui, je faisais de l'EFC sans le savoir depuis un moment, mais bon, mais les enjeux, c'est un enjeu assez important quand même, c'est la transmission de l'entreprise, puisque suite à mes problèmes de santé, il faut que j'arrête. C'est mieux si j'arrête de travailler, malheureusement. Donc, c'est comment cette entreprise va perdurer et avec cette équipe et comment je vais la transmettre pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. C'est les enjeux assez importants de 2026, même primordial. Ça, c'est l'enjeu de transmission. Il y avait aussi pas mal de choses que tu avais citées et que tu as commencé à aussi évoquer tout à l'heure. C'est l'âge de tes collaborateurs avec des problématiques Oui, d'inaptitude qui sont en ça, train d'émerger. effectivement, tout à fait, ça sera effectivement un enjeu principal pour la suite, pour l'avenir, c'est de remplacer les collaborateurs, donc de commencer à embaucher des nouveaux et à faire la transmission avec les anciens pour que ça se passe le mieux possible. Donc, justement, notre fédération travaille sur ce sujet. Donc, on va être un peu pilote. Souvent, on me demande si je veux être pilote dans des actions. Donc, on va être un peu pilote où il va y avoir des choses de mis en place pour ça, pour faire la transmission des savoirs. Avec et puis aussi donner de l'attractivité à ce métier puisque les jeunes ils veulent pas se tourner vers ce métier donc leur montrer qu'on peut faire ce métier et que on peut progresser dans ce métier, voilà, on peut vite avoir un niveau supérieur. Donc, il y a ça. Il y a aussi un enjeu, c'est de finalement faire accepter à tes clients, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être un problème. Ce que tu disais, c'est que tu as une offre très premium. Et tu te posais la question, notamment avec ton équipe, de dire est-ce qu'on fait une offre premium et une offre moins premium? Et en fait, vous avez fait le choix de dire nous, notre offre, elle n'est que premium. Et c'est apprendre ou à laisser, si je puis être Oui, tout à fait. Ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus, qu'on l'a mis en place d'ailleurs. On propose à nos clients que des prestations qu'on avait dit premium, mais finalement en discutant aussi bien avec Stéphanie, en discutant avec tous les acteurs de mon Codir, et enfin, je me suis dit ben non, c'est pas premium.
premium et pas premium, on propose cette prestation. Et on ne veut pas en sortir parce que c'est ce qu'on trouve le mieux, c'est ce qu'on trouve le mieux, et pour les clients et pour les agents. Donc, on a construit ce modèle et on va effectivement le développer maintenant. Mm. Avec aussi ce que tu disais, toujours un écueil des clients, c'est cette comparaison avec les agences d'intérim Ah contre oui, laquelle alors tu luttes ça, en permanence. je lutte encore et encore cette semaine, j'ai reçu un mail où on nous demandait de faire un devis et la personne nous mettait le temps d'intervention et nous disait pas de contrat, je peux m'en aller quand je veux et quand la personne ne vient pas travailler, les heures sont enlevées. Donc, j'ai répondu gentiment à cette dame qui demandait un devis que nous, on travaillait pas comme ça. Donc, qu'on pouvait aller la voir et lui expliquer comment on travaillait, mais que nos agents avaient des contrats de travail en CDI, qu'on faisait des contrats d'1 an et qu'on retirait pas les prestations quand elles n'étaient pas faites. C'était une facturation lissée et que, par contre, on faisait tout pour que la prestation, soit réalisée. Donc, Mm. bon, j'ai pas eu de réponse, donc c'est que ça devait pas lui Mm. convenir. Mm. Et c'est vrai que Oui, parce pardon, il y a toujours des clients qui achètent du coût et du volume, enfin de l'heure, etc. Et l'heure pas faite, je la paye pas. Donc, c'est ça, effectivement, c'est ça. Ou alors on me dit souvent, ben non, faut m'enlever les jours fériés. Alors je dis, ah bon, parce que vous, quand vous travaillez, on vous retire les jours fériés. Ben, on me dit, ben non. Ben moi, mes salariés non plus, on ne leur retire pas les jours fériés. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler là-dessus. De moins en moins, on me le dit quand même, hein, mais de dire, ouais. ben non, c'est pas de l'intérim, c'est des salariés avec des CDI. Parce que chez nous, on ne travaille pas du tout avec l'intérim. 95% de nos salariés ont un CDI. Après, on Mm. a effectivement un volume de CDD, mais c'est pour les remplacements de congés. Mais on en a de Mm. moins en moins puisqu'on a nos équipes volantes. Mm. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça, de faire accepter finalement au client qu'il y a une prestation forfaitaire qui est décorrélée du temps passé à réaliser la tâche, parce que en fait, cette prestation forfaitaire, elle vise plutôt à garantir un résultat de confort, de sérénité, C'est etc. exactement Et que ça. le temps qu'on y passe n'est pas ce qui est le bon paramètre. Mais non, puisque de toute façon, même dans la loi, nous, on vend une prestation. Et si on vendait des heures, on serait dans un délit de marchandage. Donc, du coup, non, on vend une prestation complète. On amène nos produits, notre matériel, on forme les agents. Donc, non, et on lisse effectivement le prix pour qu'on puisse réaliser ce qu'on doit réaliser. Donc, Mm. il faut vraiment déconnecter effectivement ça de. On vend pas des heures. Il y avait deux autres enjeux que tu avais aussi mentionnés quand on avait préparé cette session et que je trouve intéressant, c'est l'enjeu de faire évoluer la profession. Je disais tout à l'heure, en fait, les concurrents et notamment les grands groupes sont toujours dans une approche de continuer à baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. Donc, en fait, on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc, cet enjeu de dire, Oui. C'est tout à fait ça. Je le dis souvent quand je suis en réunion dans les syndicats patronaux. C'est vrai que on se fait du mal nous-mêmes. Hein. C'est pas forcément les clients. C'est qu'on a toujours une entreprise qui se présente et qui fait des coûts qui ne enfin, qui n'ont aucune raison d'être. Donc, mm, tant qu'on sera comme ça avec des gens qui facturent pas la réalité des coûts, bah, les gens nous prendront effectivement comme ça, chercheront un prix plutôt qu'une prestation. Donc, mm, c'est vraiment d'essayer de revoir les choses en faisant que bah, le travail passe beaucoup en journée, qu'on reconnaisse la profession et surtout un coût à cette profession. On n'hésite pas à payer, je ne sais pas, 70 € de l'heure un garagiste. Par contre, nous, pour être très honnête, on est facturé 26 à 27 € quand on mm, est 30 de temps en temps. mm. Ouais. Donc, Donc, bon, c'est vrai que là, c'est effectivement faire prendre conscience et faire bouger ces lignes-là sur des métiers comme ça, c'est crucial. c'est crucial, c'est exactement ça, tout à fait. Mm. Mm. Je vois que Stéphanie a une question, Stéphanie Auville, si tu veux la poser en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir comment vous imaginez gérer le sujet en fait de l'inaptitude. Enfin, peut-être que vous le gérez déjà, mais pour des personnes qui sont à Oui. quelques années de la retraite, ne sont peut-être plus déjà en possibilité ou vont plus être en possibilité de travailler pour vous. Et si vous les licenciez, elles vont potentiellement avoir du mal à retrouver un travail. Et Bien voilà, sûr. j'imagine que c'est vos réflexions sur
sur 2026, mais est-ce que vous avez déjà des pistes? Oui, alors effectivement, depuis des années, l'inaptitude chez nous, c'est un gros problème. Comme vous dites, les gens sont plus licenciés pour inaptitude qu'on les emmène pas à la retraite. Et ça, c'est toujours un drame parce que ce sont des gens qui voudraient aller à la retraite. Donc, on travaille depuis longtemps sur ce sujet. Alors, c'est pas très simple parce que effectivement, c'est un métier physique, mais on essaye quand même, quand on voit que l'agent commence à être fatigué et usé, de le mettre sur des sites moins difficiles, moins techniques, et puis surtout de justement ce travail en journée, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de fatigue de se lever à 3 heures ou 4 heures du matin, ça compte aussi. Donc, on essaye vraiment d'adapter le poste au mieux qu'on peut, puisqu'on peut pas toujours, voilà. Il y a un problème de proximité aussi. Quand j'ai un chantier à Châteauroux ou à Bourges, je peux pas envoyer un agent qui fait 30 kilomètres. Donc, on essaye toujours de rester en proximité de l'agent qui souvent aussi dans notre métier n'a pas de permis. Donc, voilà, c'est un enjeu effectivement dans notre profession, un gros enjeu de travail et de progression. Ça pose aussi, en tout cas, ça ouvre peut-être un sujet de réflexion de dire aujourd'hui comment élargir la résolution de ce problème-là au territoire au sens large, c'est-à-dire peut-être à d'autres entreprises qui pourraient finalement proposer un travail à ces gens-là en considérant que les inaptitudes qu'ils ont ne sont pas un problème par rapport à la tâche à réaliser. Enfin, je sais pas, mais effectivement, Oui, ça tout peut à être fait. aussi par rapport à la dimension territoriale des liens à créer pour voir comment ces personnes-là finalement peuvent continuer leur carrière professionnelle en dehors de l'entreprise pour leur permettre justement d'aller jusqu'à Jusqu'à la la retraite. retraite. Tout à fait, c'est une bonne idée. Le reclassement, ça serait effectivement de collaborer ensemble. Là, après, il faut faire un travail commun. C'est bon, Oui. c'est C'est un enjeu Ouais, qui c'est encore il y a un enjeu, effectivement, mais ça peut être très intéressant de travailler en collaboration. Je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, on avait travaillé avec un autocariste pour pouvoir savoir si on pouvait faire des postes, moi, lui, à temps partiel et aussi, comme ça faisait des temps pleins. Bon, c'est un autre sujet, là, c'est pas pour l'inaptitude, mais oui, ça serait intéressant de pouvoir voir si on a une collaboration comme ça. la question. Il y a une question d'Isabelle sur est-ce que tu veux la poser, Isabelle, ou si tu es là? Oui, je suis là, Oui. pardon. Je recherchais le bouton pour activer le micro. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage très, très, très inspirant. Et justement, moi, je me dis, ces modèles inspirants, il faut qu'ils puissent se déployer, notamment dans votre profession. Je pense que tout le monde aurait tout intérêt à l'adopter parce que on sait bien que, enfin, je pense que, alors vous n'avez pas de problème de recrutement, mais je pense que vos confrères, etc., c'est pas des métiers très attractifs. Donc, pour que ces métiers perdurent, parce que c'est quand même des métiers importants, hein. On l'a bien vu aussi pendant le Covid, on a tous applaudi les éboueurs, etc. Donc, bon, après, on a vite oublié, mais bon, moi, je trouve que c'est quand même des métiers essentiels. Voilà, comment embarquer vos confrères pour que ces métiers attirent, enfin, que du coup, vraiment, les gens aillent vers ces métiers-là. Vers ces métiers-là, oui, tout à fait. Alors, on travaille beaucoup, on va dans les écoles. Vous voyez, il y a 2 jours, j'ai été dans les écoles. On a fait une compétition pour lavage de vitres sur des enfants qui faisaient ces sections. On essaye de faire de la communication dans les écoles pour recruter parce que, non, vous avez raison, j'ai quand même des soucis de recrutement, que ce soit à tous les niveaux, hein. Même pour les cadres, j'ai cherché longtemps une DRH parce que c'est vrai que quand on annonce société de nettoyage, ça fait pas rêver, hein. Puis nous, en plus, Issoudun, on a Safran et Viton, donc autant dire que les gens ils préfèrent Oui. travailler là-bas que de travailler chez nous. Donc Ouais. oui, on réfléchit sur comment rendre nos métiers attractifs. On fait beaucoup moi je vais beaucoup dans les sociétés d'insertion, les forums, etc. Et on fait des essais. Et on leur montre que finalement, ce métier, c'est pas ce qu'ils pensent. Et souvent, ils disent, ah bah mince, je ne pensais pas que c'était comme ça. Parce que les hommes, par exemple, les laveurs de vitres, ils ont une voiture, ils vont toute la journée chez des clients. C'est une profession qui peut être attractive quand même, puisqu'on a une certaine liberté aussi. Oui, Donc, en termes d'autonomie, de gens qui veulent pas de la routine, c'est il ça. y a aussi des personnes qui aiment prendre la voiture, qui aiment
aller Oui, de chez l'un à chez l'autre. Il y a aussi des voilà, gens c'est qui... ça. On voit des gens différents. Même nous, hein, c'est très intéressant. Moi, j'adore aller dans une entreprise et demander à visiter. On voit un process, on voit des techniques. Enfin, voilà, c'est enrichissant. Donc, Mm, il faut mettre tout ça en avant pour attirer les gens. mm. Très bien. Je vois que l'heure tourne. Bah, je vais te passer la parole, Stéphanie, qui propose de faire un peu une synthèse de ce qu'on a évoqué avec Nathalie en miroir avec l'économie de la fonctionnalité. Et donc, on va partager l'écran pour que tu puisses évoquer ça avec nous, Stéphanie. À toi la parole. Merci beaucoup. Oui, ce qu'on retient en fait du témoignage de Nathalie, c'est vraiment en fait d'abord une approche pionnière dans le secteur en fait du nettoyage, avec la recherche constante à la fois de la performance d'usage, que ce soit par les produits, les machines, la recherche constante d'effets utiles pour chaque partie prenante. On a vu qu'était présent en fait à la fois la recherche des effets utiles sur les clients, sur les collaborateurs, sur le territoire. Le refus catégorique, ce qui est rare aujourd'hui, du pas cher, notamment par le refus des appels d'offres, pour vraiment en fait mettre en place une offre de service qui soit hautement qualitative et qui permet aussi de pouvoir conjuguer à la fois la qualité, l'excellence opérationnelle, mais aussi les avantages en fait sociaux, le bien vivre en fait pour les salariés. Ce qu'on a vu aussi par rapport en référence à l'EFC, c'est un positionnement qui valorise et qui prend en compte en même temps les besoins, mais aussi les contraintes. On a vu les contraintes en fait des salariés, mais les contraintes des clients pour pouvoir développer rendre visible le travail invisible et du coup valoriser la valeur du travail réel. Ce que l'on retient aussi, c'est la conviction personnelle très forte de Nathalie, à la fois sur un point de vue humain, mais humaniste, qui sous-tend chacune en fait, de ses décisions. L'entreprise comme contributeur territorial d'emploi et d'insertion sociale, ça c'est très fort à la fois dans les processus de recrutement, mais aussi dans toute la vie des collaborateurs de leur entrée en fait, à leur sortie. Avec ce choix aussi voilà, de rendre visible la qualité du travail, mais les personnes, donc faire en fait des personnes et non pas en fait des agents. L'exemple notamment que vous preniez sur votre collaboratrice. Il y a vraiment chez Nathalie cette recherche permanente d'alignement entre des convictions personnelles, le projet d'entreprise, mais aussi le travail réel dans le concret en fait, du quotidien, des décisions, qu'elles soient des décisions opérationnelles ou des décisions de direction. Et toute l'évolution de la proposition de valeur pour pallier la non-valorisation des services de nettoyage en reconnaissant la valeur du travail bien fait au-delà du temps passé, ce que nous expliquait Nathalie tout à l'heure, et un rapport à l'argent qui a vraiment évolué ces 20 dernières années et qui est basé sur un partage de la valeur avec notamment une redistribution en avantages sociaux. Donc voilà, avec une réduction des écarts entre les bénéfices et en faire profiter en fait tout le monde. Donc on est vraiment sur, donc indique Nathalie, voilà, ne connaissait pas l'EFC, mais on faisait avec vraiment ces notions d'effet utile, d'impact en fait positif, d'externalité, de coopération, de reconnaissance des efforts, de valorisation aussi des efforts avec un partage de valeur et une performance d'usage. Voilà ce qu'on peut retenir en fait du témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui vous ont marqué dans le témoignage de Nathalie? Ok. Pas de réaction particulière ou de questions? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, cool. Juste, tant que ça reprenne, moi, je voulais juste. Donc, on Vas-y, on va clôturer pour aujourd'hui. Excusez-nous, on a des petits problèmes techniques. On va clôturer pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pour vous rappeler les prochaines dates, notre prochain rendez-vous qui sera donc
le 5 décembre, le dernier de l'année. Et puis aussi vous annoncer le premier rendez-vous de 2026 qui sera donc le 9 janvier. Donc le 5 décembre, ce sera l'entreprise Xarvio, qui est une branche du grand groupe BASF qui est entrée dans une trajectoire EFC cette fois et qui nous fera un retour sur qu'est-ce que ça a changé dans l'entreprise, en quoi le fait d'aller dans une trajectoire modifie complètement le modèle économique. Et puis le 9 janvier, ce sera une entreprise Eneis des Hauts-de-France qui apportera son témoignage. Comme d'habitude, tout est sur YouTube et Arte, soit en podcast, soit en visio, si vous voulez réécouter ou partager avec votre écosystème les témoignages que l'on a pu avoir au fil de l'année 2025. Et puis pour terminer, les petites actualités réseau au niveau national. Donc je rappelle l'université d'été fin du mois, fin novembre à Bordeaux. Et puis là, vous voyez dans chaque région ce qui va se passer autour de l'AFC dans le Grand Est, Centre-Val de Loire et l'Occitanie. Hop, je quitte la projection, le partage d'écran. Et puis, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, tout le monde réactive sa petite caméra pour qu'on puisse se faire un dernier petit coucou avant ce week-end qui nous attend et vous dire à très bientôt. Merci de votre attention et de votre présence. Et à très bientôt pour le mois de décembre au prochain rendez-vous. Bonne journée à tous et toutes. Merci. Merci, Bonne au revoir. journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.